Mais tout de suite, retrouvons notre retour sur l'actu avec l'IVG, l'euthanasie, cette logique de mort de notre gouvernement. Et pour en parler, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Jean-Frédéric Poisson, ancien maire de Rambouillet, ancien député de la Nation et vice-président de la Commission des lois, philosophe, chef d'entreprise et président surtout de VIA, la voix du peuple, ainsi qu'auteur de Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie, un ouvrage aux éditions MAM. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour à tous. Merci d'être des nôtres aujourd'hui pour nous rejoindre dans ce propos où l'on parle de notre société moderne dite de progrès et où l'on considère considérer plutôt la vie en conservateur et en chrétien paraît de plus en plus compliqué. Le terme est même galvaudé, exsangue, attaqué de toutes parts et par tous les bouts. Alors j'ai deux citations que je trouve assez pertinentes et très belles. La première, la vie n'est pas une variable d'ajustement, elle est sacrée, indiscutable, première et prioritaire. Autre citation, il n'est pas possible d'assurer la cohésion d'un peuple lorsque la valeur de la vie humaine est fragilisée. Deux citations que je trouve d'importance. Reconnaissez-vous l'auteur ? Non, pas spécialement, mais ça pourrait être moi. Ouais. C'est effectivement vous, cher Jean-Frédéric Poisson. Alors, de but en blanc, commençons tout de suite avec notre première question. 50 ans après la loi Veil autorisant l'avortement, les défenseurs de la vie se réunissaient dimanche dernier. Vous, Jean-Frédéric Poisson, vous qui les avez soutenus en participant à cette marche pour la vie, pensez-vous qu'il s'agit d'une forme de baroud d'honneur ou la preuve que le combat continue bel et bien ? Non, il n'y a pas de baroud d'honneur. Vous savez, les défenseurs de la dignité humaine en général connaissent des temps difficiles. Ça vaut pour la défense de la vie comme fondement de tous les autres droits des personnes humaines. Ça vaut aussi pour ceux qui défendent la dignité des travailleurs dans les entreprises ou la dignité des enfants à l'école. Enfin, j'en sais rien. Il y a malheureusement beaucoup de combats qui vise aujourd'hui à défendre la dignité humaine contre les agressions de toutes sortes qu'elle subit de la part de ce monde devenu fou. Donc c'est pas un baroud d'honneur, ça montre que, il y a toujours des personnes qui sont très engagées et très soucieuses de ce combat, qui est un beau combat. Il y avait beaucoup de jeunes à la manifestation dimanche, comme souvent d'ailleurs à la marche pour la vie, et on trouve les associations qui se sont données pour mission d'assurer cette défense, d'essayer d'alerter les consciences de nos contemporains pour leur dire au fond, il n'y a en définitive pas beaucoup d'autres combats que celui-là, parce que c'est le combat, c'est la mère de toutes les batailles, comme on dit. C'est un droit racine, le droit à la vie. Les autres n'ont pas de sens si celui-ci n'est pas assuré. Alors, dans les difficultés que nous connaissons depuis longtemps, une espèce d'ostracisme, une forme de bannissement des médias officiels, on a l'impression parfois même que c'est comme le réchauffement climatique, l'Europe ou 2-3 autres sujets, on n'a pas le droit d'être contre, c'est interdit. Mais il se trouve encore des milliers de Français qui, pour consacrer un dimanche de leur vie, pour aller dire non seulement on a parfaitement le droit, mais en plus on vous alerte pour vous dire que c'est très important. Donc je ne sais pas quelle sera l'issue de ce combat. Je fais partie de ceux qui sont convaincus du fait que, comme je dis souvent, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité monte par les escaliers. Donc ils arrivent tous les deux au même endroit. L'un arrive avant l'autre, mais le réel finit par s'imposer. Et pour faire peut-être transition avec un autre sujet que nous aborderons peut-être dans cet entretien, ce qui se passe aux États-Unis n'est pas satisfaisant ni rassurant sous tout rapport. Il y a au moins un point sur lequel nous pourrions en tirer profit, c'est que la vague de liberté d'expression qui souffle sur le continent nord-américain ces jours-ci apportera avec elle en Europe, en traversant l'Atlantique, quelque chose qui est une forme d'oxygène par rapport au sujet que nous traitons. Et puis petit à petit, on voit bien qu'un certain nombre de sujets très graves qui touchent aux attaques contre la vie humaine finissent par prendre place dans l'opinion, dans la conscience et l'expression des personnels soignants. Ça vaut davantage pour l'euthanasie d'ailleurs que pour l'avortement. Mais voilà, petit à petit, la pelote se constitue et arrivera un jour où on laissera tout ça derrière nous. Ce jour n'est pas encore arrivé, mais en attendant, nous continuons d'essayer d'alerter nos contemporains sur l'urgence de ce combat. Alors justement, parce que comme le projet d'étendre le droit à l'avortement au 9e mois de grossesse a été retoqué il y a quelque temps déjà, heureusement, c'était une victoire, mais aussi la preuve que les gens dits progressistes essaieront toujours davantage de pousser leur idéologie. Alors pensez-vous que les pro-vie, comme vous, devraient eux aussi passer à l'offensive, et si oui, comment s'y prendre ?
On n'a pas beaucoup de moyens, à part le fait, comme je le disais, de parler, encore parler et refuser de se taire. C'est cette belle phrase d'Alexandre Solzhenitsyn qui disait « Le mensonge ne passera pas par moi. Faites ce que vous voulez. Mais je n'apporterai pas ma contribution ni ma caution au message mensonger que vous portez. » Il y a beaucoup d'initiatives qui se déploient aussi, les systèmes d'écoute pour les mamans qui sont en détresse, le soutien par la prière ou simplement l'écoute de conversation, si j'ose dire, l'écoute basique. L'accueil des jeunes filles qui sont là aussi enceintes et qui ne savent pas très bien comment se dépêtrer de cette situation qui est inattendue et lourde pour elles. Donc beaucoup d'initiatives se déploient, sans doute pas suffisamment, mais en tout cas, je pense que dans cet océan d'opposition, dans lequel, au fond, qui est constitué par une opinion publique qui considère que la question est derrière elle et que finalement, ça n'est plus un sujet, d'autant plus que maintenant que l'avortement est inscrit dans la Constitution, on a l'impression que c'est fini ou que la boucle est bouclée. Ça n'est pas vrai. Une Constitution, ça se change. Et ce qui est certain, c'est que, comme je l'évoquais il y a un instant, le réel finit par s'imposer. Donc la question est comment prépare-t-on ce moment un jour prochain, je ne sais pas quand, une prise de conscience se fera et permettra, à défaut d'abroger la loi, au moins de faire progresser la culture de vie, y compris dans un contexte très défavorable. Voilà, je pense que continuer ce que nous faisons pour l'instant, c'est déjà beaucoup, consacrer l'énergie qu'il faut, le temps qu'il faut, l'opprobre que parfois cela suscite de la part de l'opinion dominante. Voilà, donc est-elle si dominante que cela, en fait? C'est toute la question. C'est l'opinion des grands médias et de nos élites politico-économiques et culturelles, mais c'est un petit monde tout cela. C'est toujours pareil, c'est la différence entre le sentiment profond des gens, la manière dont ils l'expriment, ce qu'ils en font en termes de choix. Mais pour beaucoup aujourd'hui, cette question n'est plus une question, en tout cas ce n'est plus une question politique. C'est un tort, mais malheureusement, je crois que l'opinion française est assez largement convaincue du fait que la situation lui va. C'était le cas également aux États-Unis, puisque vous aviez abordé le sujet il y a quelques minutes. Et justement, aux États-Unis, chez nos grands voisins outre-Atlantique, les pro-vie ont choisi récemment d'envoyer des conférenciers chevronnés sur les campus américains, sillonner les campus américains pour les campus universitaires, afin de changer les mentalités intoxiquées par des décennies de propagande, notamment les jeunes cervelles d'étudiants. Alors, pensez-vous que cette stratégie sera payante? On commence peut-être à en voir déjà les fruits aux États-Unis. Et pensez-vous, en seconde intention, que cette stratégie pourrait être efficace en France? Il y a aux États-Unis des espaces de liberté qui n'existent pas en France. En particulier, le monde universitaire est complètement verrouillé par les pouvoirs publics ou les autorités locales. Ça n'est pas du tout le cas aux États-Unis, puisque le système fonctionne de manière extrêmement différente de ce que nous connaissons ici en Europe. Et puis, je l'ai vu de mes yeux il y a maintenant quelques temps, un peu plus de 20 ans, presque 25 maintenant, j'ai pu toucher du doigt de manière très concrète au moins une forme d'unité d'action du mouvement pro-vie américain, des mouvements pro-vie américains, d'où qu'ils viennent. Le mouvement pro-vie américain a pour caractéristique d'être d'abord interreligieux, même si chacune des chapelles protestantes et l'Église catholique ont leur type de lobby, fait leurs organisations un peu identifiées, si je puis dire, mais enfin, ont réussi à conduire à la présidence des États-Unis il y a maintenant une quarantaine d'années Ronald Reagan, qui était le candidat du mouvement pro-vie américain, très clairement. Et la deuxième caractéristique de ce mouvement, c'est qu'il se politise volontiers. C'est-à-dire qu'il ne rechigne pas à entrer dans le débat public, à soutenir des candidats de manière officielle. Et ce sont les deux caractéristiques qui manquent au mouvement pro-vie français. Ces acteurs ne sont pas moins valeureux, pas moins engagés, pas moins compétents. Ils ont simplement une difficulté terrible à unir leurs forces de manière vraiment solide et soudée pour conduire ensemble des opérations. Et il éprouve à l'égard du monde politique une forme de réticence très grande qui fait qu'on a du mal à associer en réalité les acteurs politiques, les acteurs associatifs, qu'ils soient familiaux, pro-vie tout court, ONG, associations à caractère caritatif ou d'entraide. Tout cela est une unité très très difficile à réaliser. Alors regardons avec grand intérêt cette manifestation qui se déroulera, je crois,
au Parc Floral à Vincennes au mois de mars, qui réunira une quinzaine de grandes associations intéressées par la dignité humaine et par les thématiques liées à la vie. C'est une assez grande première. Je pense qu'il y a quelque chose à probablement en attendre. Attendons la manière dont ça se déroule. Alors, c'est un mouvement associatif, une grande coordination qui s'est mise en place. D'ailleurs, de la publicité était faite pour cet événement dimanche dernier à la Marche pour la Vie. C'est une première et je pense que c'est à regarder avec grande attention parce qu'il y a peut-être là quelque chose qui est en train de changer. D'accord. Et est-ce que vous voyez parmi le cheptel politique actuel une tête d'affiche qui pourrait, comme un Reagan ou comme un Trump, endosser cette mouvance pro-vie? Non, pour une raison simple, c'est que je connais un certain nombre de responsables politiques qui pourraient dire des choses équivalentes à ce que je suis en train de dire en ce moment. Mais je n'en vois aucun qui soit capable d'en faire ou qui accepte d'en faire un engagement formel et un thème de campagne identifié, très visible. Les convictions existent, alors à peu près dans tous les camps politiques, très clairement, mais pas au point que effectivement on en fasse un thème de campagne. La spécificité du parti que j'ai de présider, et que nous sommes les seuls à avoir inscrit dans nos statuts le fait que nous défendons la dignité humaine de la conception à la mort naturelle. Voilà. Et il n'y en a pas d'autre. C'est dommage parce que si on ne dit pas ça, je trouve que le reste est beaucoup plus compliqué à établir. Effectivement, et justement, vous m'amenez directement à ma prochaine question, cher Jean-Frédéric Poisson. Après s'en être pris et continuer de s'en prendre effectivement à la vie au premier stade de son existence, l'État va remettre le couvert pour s'en prendre à la vie et à ses derniers stades par un projet de loi sur l'euthanasie. Alors le Premier ministre vient de dire que ce n'était pas sa priorité, mais bon, la personne qui préside l'Assemblée nationale souhaite remettre le couvert là-dessus. Vous parlez beaucoup d'euthanasie dans votre livre dont je rappelle le titre à nos auditeurs, Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie, aux éditions MAM. Alors, comment lutter contre la propagande que l'on voit poindre dans les médias de grand chemin? Comment mettre en avant cette véritable alternative que sont les soins palliatifs dont vous parlez dans votre livre? Mais il faut en parler. D'abord, il faut comprendre ce que c'est. Je remarque que le droit d'accès de tous les Français aux soins palliatifs est inscrit dans la loi depuis 25 ans. C'est un droit, c'est pas une option. C'est une obligation. Si c'est un droit, c'est donc une obligation du service de santé publique à fournir ce type d'accompagnement pour les personnes qui le demandent. Or, jamais on n'a fait des efforts suffisants pour équiper tous les hôpitaux de France et de Navarre des services et des équipes nécessaire en nombre suffisant pour respecter, ne serait-ce que formellement, ce droit. Premièrement. Deuxièmement, jamais rien n'a été fait à grande échelle pour expliquer aux Français ce que sont les soins palliatifs, en réalité. Quand on regarde l'éventualité de la fin de notre vie à titre individuel, on se dit au fond, je n'ai que deux possibilités qui s'offrent à moi. La première, c'est de mourir dans des souffrances atroces tout seul sur un brancard dans un sous-sol d'hôpital avec un néon qui clignote, la peinture qui se décape des murs et en mourant de faim et de froid. Ou alors abréger ses souffrances en demandant simplement que ça s'arrête. Il faut être un héros pour choisir la première solution. Certes. Et on ne peut pas demander aux gens d'être héroïques systématiquement. En revanche, ça n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que il n'y a quasiment plus maintenant de souffrance qu'on ne sait pas soulager, il n'y a pas de douleur psychologique ou de solitude qu'on ne sache pas accompagner, il n'y a pas de situation personnelle individuelle qu'on ne sache pas rendre digne jusqu'au dernier moment de l'existence. L'humanité a fait des progrès considérables dans l'accompagnement des malades en fin de vie, même ceux qui sont très très atteints. Donc l'alternative n'est pas soit je souffre le martyre, soit je demande à ce que ça s'arrête et ça s'arrête, ça n'est pas ça. C'est soit effectivement je me fais tuer, dans une brutalité, une violence qui vaut pour moi, pour mon entourage, pour tout ce que peut représenter mon existence jusque-là, ou alors j'ai la possibilité effectivement de vivre dans la plus grande dignité possible ma vie entière jusqu'à ces derniers instants. La première solution est barbare, même si elle a l'apparence de la facilité, en réalité elle est d'une violence extrême pour tout le monde. La deuxième est humaine, elle est digne, et elle respecte la personne humaine intégralement jusqu'à la fin. Une société s'honorerait à choisir cette seconde solution et à bannir définitivement la première. La première, effectivement.
Oui, alors du coup, est-ce que vous gardez espoir en notre Parlement pour prendre conscience de cette alternative, de cette lutte nécessaire contre la réification de l'être humain ? Les premières discussions qui se sont déroulées au Parlement m'invitent plutôt à considérer que non. Parce que malheureusement, une assez large majorité sur les bancs de l'Assemblée nationale s'est constituée pour commencer d'adopter un texte qui a été interrompu par la dissolution. Il n'est pas interdit de penser d'ailleurs qu'il pourrait arriver malheur à tous les gouvernements qui remettraient sur l'ouvrage, cet ouvrage sur le métier. Mais enfin, ça c'est une vision un peu providentialiste à laquelle je me laisse parfois entraîner. Pas très longtemps, parce que malheureusement, l'espèce de lucidité froide, un peu cruelle d'ailleurs, me reprend. Mais non, je crois que là encore, on a pris assez peu, le Parlement a fait assez peu cas de l'opposition massive des personnels soignants à la perspective de la légalisation de l'euthanasie, qu'elle soit la forme directe ou par le biais du suicide assisté, qui est une autre manière de le dire. C'est 800 000 soignants qui avaient manifesté quand même leur opposition, et ça crée un grand trouble chez ceux qui se sont donnés pour mission de soigner, de sauver la vie, d'accompagner la vie. Enfin, c'est quand même leur engagement de toute une vie aussi pour eux. Ils ont manifesté une opposition terrible, formelle, extrêmement raide. On n'en a pas tenu compte. Il faut souhaiter qu'on en tienne davantage compte, mais malheureusement, les textes qui seront soumis à la discussion du Parlement sera une proposition de loi, si je comprends bien, plutôt qu'un projet de loi. Donc ce sera une initiative des parlementaires. Le texte est horrible, c'est-à-dire qu'il y a à peu près dedans tout ce qu'on ne voudrait pas voir, d'autant plus que là encore, le Parlement ignore l'expérience des pays qui ont légalisé l'euthanasie il y a maintenant une vingtaine d'années, pour les plus anciens d'entre eux en Europe. L'expérience belge, où on voit en 20 ans multiplié par 10 le nombre de demandes d'euthanasie directe formulées par an. C'est plus de 2500 pour une population de 10 millions d'habitants, ça voudrait dire 15 ou 20 000 pour la population française, qui est colossale. On ignore les dérives, qui ont vu petit à petit que les conditions d'accès, si je puis dire, pour bénéficier, si je puis dire là encore, de l'euthanasie se sont élargies au fur et à mesure du temps et se sont mis à considérer, y compris des maladies psychologiques, des enfants ou des jeunes, enfin des adolescents. Bref, tout ça est un rouleau compresseur mortel qui se déploie, qui roule sur le système de santé, sur la société tout entière. Le Parlement n'en a tenu aucun compte. Absolument aveuglé qu'il est par cette fausse idée de la liberté qui consiste à vouloir s'affranchir de tout pour être heureux. Ça n'est pas ça, la condition humaine. Ça n'est pas s'affranchir de tout pour être heureux. Si on veut s'affranchir de tout, alors on tombe dans la violence à un moment ou à un autre. C'est ce qui est en train d'arriver à notre société. Écoutez, merci infiniment, cher Jean-Frédéric Poisson. Pour terminer, en quelques mots, en 1 minute, quel est le regard du président de VIA, la Voix du Peuple, du conservateur chrétien défenseur de la vie? Quel est le regard de Jean-Frédéric Poisson sur cette nouvelle année 2025 qui s'annonce? Elle va être probablement difficile. Sur le plan socio-économique, nous allons, je pense, vivre des moments très compliqués. Très instable sur le plan politique, très insatisfaisant sur le plan des réformes profondes dont la France a besoin, compensé probablement par ce vent de liberté qui ne nous fera pas que du bien. Vous savez, quand le vent est très fort, certes, ça nettoie, mais ça bouscule. Ça va être un petit peu les deux à la fois. Donc il faut s'attendre à ce que nous ayons en tout cas des moments un peu compliqués sous ce rapport, mais profitons de choses. Profitons d'abord de cet espace de liberté qui se reconstitue pour nous, premièrement, et deuxièmement, formons le vœu qu'enfin, ce que nous sommes si nombreux à appeler de nos vœux, c'est-à-dire la constitution d'un socle commun de gouvernement par les partis de droite, d'où qu'ils soient, puisse se constituer pour faire pièce au néolibéralisme qui gouverne en France depuis maintenant 7 ans. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin, l'union des droites. Cher Jean-Frédéric Poisson, merci à vous d'avoir été des nôtres au micro du RC Mag. Bonne année à tous. Je rappelle votre ouvrage, Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie, aux éditions MAM. Je rappelle également la deuxième citation, chers auditeurs, que nous avons énoncée au début de cet entretien. Il n'est pas possible d'assurer la cohésion d'un peuple lorsque la valeur de la vie humaine est fragilisée.
Donc sur ces bonnes paroles, chers auditeurs, et sur bonne réflexion à vous, restez bien à l'écoute de Radio Courtoisie. Dans quelques instants, le libre journal de la résistance française. Surtout rendez-vous sur soutenir.rc.fr ou envoyez-nous un chèque au 61 boulevard Murat 75 016 Paris, car nous avons toujours besoin de vous. Et à mercredi prochain pour un nouveau RC Mag.